Faire partir l'enregistrement. Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette vidéoconférence Clusis, qui est une suite du Home Office 2 et qui concerne plus particulièrement le télétravail, cybersécurité et les relations avec les collaborateurs, comment définir de nouveaux équilibres. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux représentants du Clusif. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être là. Je salue la présence de Raya et de Pierre, à qui je vais donner rapidement la parole. J'aimerais rappeler également que nos sponsors nous permettent de réaliser les événements durant cette année 2020 et je les en remercie. Je les remercie pour leur confiance et leur fidélité. Et sans plus attendre, je vais donner la parole d'abord à notre modératrice, Solène Perrin-Jacquet, qui donnera ensuite la parole à nos deux orateurs. Je remercie chacun d'être attentif à couper le son de manière à ce que nous n'ayons pas les surprises de clavier qui sont utilisées durant l'événement. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver au terme de cette vidéo. Très belle soirée à chacun et puis à tout à l'heure. Merci. Solène, à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation faite pour ce 5 à 7. Donc, j'ai la chance et le plaisir de pouvoir modérer ce 5 à 7. Je me permettrai aussi de regarder les questions qui vont défiler au fur et à mesure et de les poser à nos deux intervenants le moment venu. Donc, comme l'a expliqué Madame Perrin-Jacquet, 5 à 7 fait suite à celui qui a été donné au mois d'avril en lien avec le confinement, auquel j'ai également participé avec beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'il y ait d'autres intervenants qui aient pris l'humain en ligne de compte dans leurs analyses et leurs observations, et je trouve ça très riche et très intéressant. Donc, je me réjouis d'entendre ce qu'ils vont nous présenter ce soir. Et il s'agit donc de deux intervenants du Clusif, qui sont donc Pierre Rofast et Reina Stamboliska, à qui je vais maintenant passer la parole en commençant par Pierre Rofast. À vous, et on se réjouit de vous entendre. Merci d'être là ce soir. Eh bien, bonjour à tous. Petit détail logistique, c'est moi qui passe les slides ou c'est vous qui les passez? Je pense que c'est plus simple que vous les passiez vous au rythme qui vous est confortable. Dans ce cas-là, je partage mon écran, ouais. Merci. Hop, et ça devrait être bon. Voilà, eh bien, bonjour à tous. Avant toute chose, nous allons nous présenter rapidement. Reina. Là, j'étais en mute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation. Donc, je m'appelle Reina. Je suis la VP Gouvernance et Affaires Publiques chez une start-up qui s'appelle Yes We Hack, qui a également d'ailleurs des locaux à Lausanne. Donc, j'espère qu'une fois que la situation sanitaire sera plus calme, on arrivera à se voir en personne. Et je suis également membre du Clusif. C'est de cette façon aussi que j'ai été impliquée dans le groupe de travail post-Covid que Pierre a lancé et dont on vous parlera en fait un peu plus tard. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Pierre Rofast, je m'occupe chez Michelin du CERT, donc de l'équipe CERT, et par ailleurs je suis un des administrés du Clusif. Le document dont on va vous parler ce soir a été réalisé dans un groupe de travail du Clusif. Nous étions 9 en tout, donc nous sommes tous les deux avec Reina les représentants de ce groupe de travail. Avant de commencer, on tient aussi à remercier Brigitte, Sylvie, le Clusis de façon générale pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de croiser les échanges et de bâtir des ponts entre les différents Clusirs, donc les régions. Hop. Alors, pourquoi on a souhaité créer un groupe de travail sur le télétravail et la sécurité? En France, je ne sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais vraiment, le confinement au mois de mars-avril a vraiment été un électrochoc, pour plein de raisons. Je pense que ça a été un choc du point de vue humain, du point de vue sanitaire, bien entendu, mais aussi ça a été vraiment une prise de conscience que le télétravail pouvait fonctionner.
Jusqu'à présent, on avait, alors surtout dans les grandes entreprises comme la mienne, un niveau de management qui était assez réticent au télétravail en disant mais non, ça ne peut pas marcher, un problème de confiance, les gens ne vont pas pouvoir être sérieux à la maison. Et en fait, on a été vraiment forcé par ce fichu virus à rester à la maison, à travailler. Et guess quoi, ça a fonctionné. Donc, grosse surprise, et on s'est dit, on va devoir faire une sorte de retour d'expérience, comment ça se fait, entre guillemets, que ça a si bien fonctionné ou pas, dans certains cas. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de documents techniques qui étaient sortis sur justement ces rétextes du point de vue technique, c'est-à-dire quels avaient été l'impact du télétravail massif en fait, où on a eu énormément de gens qui se sont mis d'un coup à faire du télétravail alors que l'entreprise n'était pas forcément prête, ou les personnes n'étaient pas forcément prêtes. Il y a eu, vous en avez entendu parler, pas mal de social engineering qui a utilisé le thème du Covid-19 pour essayer de faire du social engineering, donc des tentatives de phishing et autres. Et donc il y a eu énormément de documentation sur comment se protéger de la menace Covid et du cyber-risque lié au télétravail généralisé. Et au Clusif, on s'est posé la question un peu différemment. On ne voulait pas refaire un énième document sur ce sujet-là. Et on s'est dit, bah, tiens, il y a un sujet qui est souvent sous-représenté, sous-mentionné, c'est le facteur humain. Parce que dans le télétravail, ça change vraiment la relation du travailleur, du collaborateur, collaboratrice, avec son employeur et avec la façon dont il travaille, avec sa mission. Donc c'était vraiment l'objet de ce groupe de travail-là. Donc on a rédigé pendant l'été un petit document qui est téléchargeable en fin de présentation, vous aurez l'URL, mais enfin bon, il est ici aussi. Un court document de 20 pages qui s'appelle Télétravail, cybersécurité et collaborateurs, les nouveaux équilibres, que l'on a volontairement centré sur la question de l'humain dans tout ça. Donc on a 7 thématiques qui vont regrouper les thèmes comme l'équipe, la mission, c'est-à-dire ce que la mission change avec le télétravail, l'environnement pro, l'environnement perso, et tous ces équilibres, en fait, et de nouveaux équilibres que les salariés doivent trouver entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Voilà, donc dans cette présentation qui va durer à peu près 20 minutes, on aura le temps ensuite pour poser des questions, enfin pour que vous posiez des questions et qu'on puisse y répondre. On va voir en fait ces 7 chapitres, c'est assez simple, 7 slides pour les 7 thématiques. Voilà, donc je commence avec le premier, qui est le télétravail. Alors quand on parle du télétravail, c'est cette révolution où on s'aperçoit que finalement, une entreprise peut fonctionner avec un taux de 70, pour parler suisse, 70% de gens qui sont en télétravail, voire plus, voire davantage. Qu'est-ce que ça change? Donc on n'est pas dans le mode je suis confiné pour une période de temps limitée, mais vraiment on part du principe que cet électrochoc va générer un changement structurel en fait, et que les entreprises vont se mettre au télétravail. C'est un pari, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est fort possible. Alors la première réflexion qu'on a eue, c'est qu'il est possible que ça restructure les bassins d'emploi. Je connais mal les bassins d'emploi en Suisse, mais en France, vous savez, c'est très centralisé, notamment dans les métiers de l'IT et de la sécurité. Le gros du travail se fait sur Paris. Et j'en sais quelque chose, puisque moi, je travaille à Clermont-Ferrand, et il est évident qu'en dehors de mon employeur aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. La France est très centralisée, les transports sont pas top. Par exemple, moi, depuis Clermont-Ferrand, je suis plus rapidement à Genève que sur Paris. Ça paraît incroyable, mais c'est le cas en voiture et probablement essentiellement en voiture. Et là, on se dit, à l'instar de certains grands groupes internationaux, surtout du monde du high-tech, mais pourquoi en fait se rendre sur place si je peux télétravailler 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, et 1 jour par semaine peut-être aller à Lyon, alors dans mon cas à Lyon ou sur Paris ou sur Genève, pour voir de temps en temps et maintenir le lien social. Donc ça, on pense que ça peut durablement influencer et permettre aux entreprises aussi de changer leur modèle de recrutement, c'est-à-dire trouver la meilleure ressource au meilleur endroit, pas forcément être limité dans son bassin, dans sa région. On va aller vite sur les sujets, après vous trouverez plus de détails dans le document. Pareil pour l'intégration dans une nouvelle équipe, quid de l'intégration d'une nouvelle personne que l'on n'a jamais vue en télétravail, il y a forcément des limites. Et de façon générale, on se dit que, en termes de généralité, télétravailler, ça va demander des soft skills, c'est-à-dire des compétences qui sont peut-être différentes que les compétences qu'on peut s'attendre quand on est tous réunis sur le même plateau.
On parle notamment des compétences sur l'autonomie, sur le fait de savoir demander de l'aide si on est perdu, des nouvelles compétences aussi en communication. On ne communique pas pareil quand on est à distance que quand on est face-to-face, etc. Donc tout ça pour dire que sur ce premier chapitre, recrutement, intégration et globalement, qu'est-ce que ça va changer pour le nouveau salarié dans une nouvelle équipe et la recherche du boulot, ça, il y a sans doute des inflexions qui seront prises. C'est la parole à Reina. Oui. Donc, on souhaitait, en fait, c'est ce que disait Pierre, on souhaitait sortir de cette égalité un peu facile qui est faite aussi entre confinement et télétravail. C'est pourquoi nous nous sommes attachés, en fait, à faire un point sur les dispositions légales. Qu'est-ce que le télétravail, qu'est-ce que le travail à domicile? Pareil, je ne suis pas au fait si cette différence existe dans la législation du travail en Suisse. Je serais curieuse en revanche si vous êtes au courant de nous en parler pendant la session de questions-réponses. Mais en France, vous avez en fait une différence qui est de taille et qui est que le télétravail, c'est le ou la salariée fait la même chose qu'elle ferait au bureau, mais elle le fait juste ailleurs. Et cet ailleurs, en fait, ça peut être bien sûr, pendant le confinement, le ailleurs a été à la maison, mais en fait, hors confinement, le ailleurs peut être dans un espace de coworking, à la maison de campagne, dans un endroit partagé, je ne sais quoi. Donc, en fait, faire ce focus-là pour vraiment placer notre travail dans un objectif en fait plus durable qui est le télétravail et non pas un épisode qu'on espère tous et toutes ponctuel, était très important. Et donc ensuite, c'est avec ce chapitre, nous avons voulu susciter une réflexion en fait quant justement à la mission et ses éventuelles évolutions en fonction du déplacement finalement du bureau ailleurs que dans les locaux de l'entreprise. Et ce, en fait, ça me paraissait important, et ça me paraît toujours important d'ailleurs, de faire ça au moment, avant même de parler des impacts sur les personnes, parce que, en fait, dans la situation où le télétravail peut être choisi plutôt que subi et se généraliser, il faut se rendre à l'évidence, il convient bien à certaines missions et pas à d'autres. Il convient bien à certains postes et certains métiers et pas à d'autres. Et donc, bien sûr, ça rappelle ce que Pierre évoquait, hein, des compétences telles que l'autonomie, mais cela n'empêche pas en fait qu'un encadrement managérial reste nécessaire. Et c'est là où en fait la question de l'encadrement se pose parce que en fait beaucoup de gens vont vous dire oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que je viens vous croire en fait que vous travaillez chez vous, mais je vais quand même vérifier. Et on a eu en fait tous et toutes, je pense, des histoires, des anecdotes, etc. De parfois des contrôles un peu trop excessifs, un peu trop présents, etc. Et donc la question qui s'est posée est de savoir en fait jusqu'où peut-on aller trop loin, si je puis me permettre, dans le contrôle que le corps managérial exerce des activités en fait du salarié lorsque ce dernier est hors des bureaux. Et en fait, quand on parle d'encadrement, on parle justement de l'encadrement des écueils, que ce soit dans le suivi de la productivité que dans l'utilisation en fait des outils mis à disposition par l'entreprise. Et donc c'est là où on a vraiment voulu insister sur le fait que les outils numériques sont un vrai enjeu pour le télétravail, non seulement parce qu'en France, cela participe à l'obligation légale de fournir aux salariés des outils dédiés, mais en plus parce qu'on sait très bien comment ça se passe d'un point de vue, que ce soit sécurité, que ce soit nous sommes aussi salariés, certaines interactions en fait se
font par le biais, lorsqu'on est en télétravail, par le biais d'outils numériques. Donc, en fait, ces outils-là doivent bien sûr être choisis pour aider les collaborateurs à travailler. Ils ne doivent pas se transformer en fardeau. Et quand je dis fardeau, on a bien insisté aussi bien sur la possible inaptitude, on va dire, de certains outils à certains métiers, mais aussi sur les en fait, contraintes de sécurité qui peuvent parfois être trop importantes et qui créent en fait un disconfort important et donc un risque, parce que c'est fatigant, pour les salariés. Et à partir du moment où on est face à un risque psychosocial, on a également un risque cyber associé. Donc, je repasse la parole à Pierre pour la suite. Tout à fait. Alors, quand on parle travail à la maison, effectivement, on ne connaît pas forcément en tant que manager ou en tant que collaborateur le contexte familial de chacun de ses équipiers. On ne sait pas, par exemple, si à la maison la personne a suffisamment de place pour travailler, un bureau isolé, s'il a des enfants en bas âge, s'il a tous les outils, la bonne connexion Internet, etc. Donc ça peut, en fait, comme disait Reina, introduire des risques psychosociaux. On parle de surcharge mentale et on voit bien, et je pense qu'on a tous en tête ce genre d'exemple, où on doit jongler pour emmener les enfants à l'école, ensuite pour faire le boulot, ensuite pour aller les rechercher, pour aller dans un rendez-vous médical, etc. Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure, encore une fois, du confinement où c'était spécial, mais il faut s'assurer aussi, quand on parle du télétravail généralisé, qui peut être imposé en partie, par exemple par une entreprise qui veut faire des économies sur les locaux en disant vous venez bosser que 3 jours par semaine, ou alors qui peut être voulu, il faut s'assurer que le salarié qui est volontaire ait bien les conditions de travail pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que quelqu'un qui est en surcharge mentale, enfin qui a un problème de surcharge mentale, risques psychosociaux, il va être beaucoup plus vulnérable au social engineering. Le contexte de peur, alors encore une fois associé au confinement, mais de façon générale d'isolement quand on est en télétravail de façon inappropriée ou trop longue, peut emmener en fait à une sursensibilité, et les hackers responsables social, experts en social engineering savent bien jouer sur nos peurs pour augmenter leurs chances de succès. Reina a pointé le sujet de la confiance, et c'était vraiment, je pense, un point, une ligne de crête que le RSSI et les équipes sécurité ne doivent pas franchir. Le RSSI aujourd'hui, ou les équipes sécurité, savent ce que font les employés, qu'ils soient à la maison ou connectés sur le réseau de l'entreprise, puisqu'ils ont par exemple accès au log des proxys web, donc ils peuvent savoir ce que font les gens, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, est-ce qu'ils vont sur Netflix, est-ce qu'ils sont sur leur messagerie, etc. Nous, ce que l'on préconise dans ce rapport, c'est qu'en aucun cas le RSSI doit se transformer en police du travail, police managériale, et être le bras armé de managers qui n'ont pas confiance en leurs salariés et qui demandent qu'on les surveille pour vérifier si effectivement le télétravail est vraiment effectif ou pas. Qui dit télétravail massif dit forcément la confiance comme vraiment pierre angulaire pour que le dispositif fonctionne. Tout à fait. Et donc, ce qui nous amène en fait justement à cette question qui est souvent centrale en fait dès qu'on parle de télétravail, qui est en fait de l'environnement. On a vu, bien sûr, l'environnement de télétravail n'est pas toujours adapté aux exigences de sécurité de l'employeur. Et on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télé, etc., des espèces de recommandations de se méfier de ses proches, de cacher son écran, etc., qui sont, on va dire, assez indélicates, pour le dire très poliment, et surtout potentiellement très contre-productives en fait. Donc là se pose la question de, en fait, comment on sensibilise aux risques liés, en fait, aux risques cyber liés au télétravail, sans pour autant en fait demander aux collaborateurs de se méfier de leur environnement familial ou du coworking où ils travaillent 3 jours par semaine, par exemple. Et donc en fait, quand on a parlé de cet environnement,
il y a deux aspects principaux qui émergent, qui est le premier, en fait, est la responsabilité toujours de l'employeur et de l'équipe sécurité, que d'équiper les postes de travail et tout équipement, en fait, professionnel dont le salarié se sert, d'outils de cybersécurité adéquats. Hein. Si des outils en SaaS dans le cloud sont privilégiés, il convient en fait de déployer les solutions type Casby et autres dédiées pour prévenir des risques en fait sur ces outils-là de travail. Et en fait, le deuxième aspect essentiel qui ressort dans ce chapitre, c'est d'adapter les programmes de sensibilisation en fait pour refléter les différents risques qui sont spécifiques au télétravail et à ces environnements possibles. Encore une fois, on n'a pas les mêmes risques en travaillant dans un espace de coworking que dans la maison de campagne. Mais dire aux gens, méfiez-vous de vos proches, ce n'est absolument pas en fait une approche qui fait sens et qui est raisonnable à recommander. Ouais, un petit complément, il y a eu effectivement, quand on change de lieu de travail, une nouvelle surface d'attaque en fait. C'est une analyse de risque différente. Déjà, on l'a vu tout à l'heure, des personnes inquiètes ou isolées ont peut-être tendance à avoir des comportements à risque qu'ils n'auraient pas en entreprise. On parle par exemple par désœuvrement, surfer sur le web, sur des sites qui sont normalement illicites ou peu... comment dire, mal sécurisés, comme des sites de streaming par exemple, ou des sites pornographiques. Il y a aussi le réflexe de se dire, quand on est loin de l'entreprise, j'ai un problème, je veux le régler par moi-même, donc je n'appelle pas le support parce que c'est au téléphone, c'est loin, ça va pas marcher, je peux pas en parler à mon collègue d'en face, donc je vais me débrouiller par moi-même, je vais télécharger des logiciels, je vais utiliser du shadow IT, c'est-à-dire m'abonner à des SaaS ou des clouds, des solutions pour régler mon problème ponctuel, et donc se renfermer dans une bulle qui est pas du tout la bulle corporate et professionnelle, qui rend service à court terme, mais qui met l'entreprise à risque. Voilà, donc c'était aussi, encore une fois, sa place, c'est la transition vers ce slide-là, le collaborateur comme vraiment l'acteur principal de la sécurité de l'entreprise et de sa propre sécurité. Encore une fois, et si on rajoute au fait que la plupart du temps, les gens vont travailler à la maison, de moins en moins les VPN vont être utilisés parce qu'il y a un problème évident de bande passante. Donc on va, de bande passante. Donc on va demander aux personnes de se connecter de temps en temps au VPN, mais la majorité du temps avec les outils cloud, SaaS, il n'y a plus besoin vraiment du VPN d'entreprise. Hein. Donc ils vont aller sur leur messagerie Gmail ou Office 365 sans passer forcément par le réseau de l'entreprise. Donc on va avoir des postes déconnectés, la majorité du réseau de l'entreprise. Donc qui dit poste déconnecté, dit on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc tous les mécanismes de type détection, SOC, etc. vont être aussi non utilisés. Donc raison de plus, ça remet encore plus de responsabilité sur l'utilisateur, en dire quand il va se reconnecter, qu'est-ce qui va se passer. On sait aussi que quand quelqu'un est en détresse, risques psychosociaux, il va avoir tendance à se plaindre et à s'épancher sur les réseaux sociaux. Les Facebook et autres, c'est très connu pour ça, justement pour se plaindre en disant il suffit que l'entreprise ne joue pas le jeu, ne mette pas par exemple les bonnes conditions de télétravail pour que la personne mette des messages qui puissent nuire à l'image de l'entreprise, etc., etc. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver en disant paradoxalement, à la maison, le collaborateur va être davantage au cœur de la sécurité, ou va pouvoir faire plus de bêtises. Et il faut vraiment le voir comme le maillon essentiel et non pas comme la menace interne que l'on va fliquer à chaque fois qu'il ouvre une fenêtre, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment un des messages principaux. Quand une personne est isolée loin de l'entreprise, la couverture de risque, enfin la surface d'attaque en fait et l'analyse de risque doivent vraiment être différentes et doivent être étudiées, bien sûr au cas par cas, ça dépend de l'entreprise et de l'interconnexion qu'il y a. Et on a voulu également dédier un chapitre spécifique au RSSI, sous cet acronyme responsable de la sécurité du système d'information. En fait, se cache directeur cyber, directeur sécurité opérationnelle, comme on veut. Mais en fait, la mission
de cette personne-là, elle est toujours la même, quel que soit son titre, et surtout avant, après Covid, pendant confinement, hors confinement, pendant télétravail, hors télétravail, c'est protéger et défendre les actifs de l'organisation. Et quand on dit les actifs, la dimension humaine, en fait, est très importante là-dedans parce que on peut avoir les outils qu'on veut, si on n'a pas les gens, on est un peu dans la mouise, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, mais il est très important justement de préciser, d'insister sur l'absence de changement de mission, notamment pour rappeler que justement le RSSI n'est pas là pour faire la police, n'est pas là pour se transformer dans le bras armé de tel manager ou tel RH, il est là pour protéger et défendre les actifs. Et en fait, quand on pense à ça, on se rend compte que ce poste-là, cette mission-là, elle a différentes casquettes. Et là, bien sûr, la personne le RSSI, est bien évidemment une casquette de manager parce que cette personne, dans la plupart des cas, est entourée de ses coéquipiers, de ses collaborateurs. Donc, c'est un ou une chef d'équipe. Et donc, quand on parle de manager, on a justement cette dimension de maintien de lien avec ses coéquipiers, avec ses collaborateurs, et aussi de reporting aussi à d'autres managers et à d'autres personnes en fait qui sont investies de la tâche de faire en fait grandir des humains dans cette entreprise-là. Et donc il y a des pressions, des compétences et des exigences en fait propres à ce volet-là de la profession de RSSI qui en fait qu'il convient en fait à adresser de façon dédiée. On ne devient pas manager, c'est un métier à part entière. Et donc, si cette personne n'a pas la formation nécessaire, il faut lui en fournir une qui prend notamment en compte la dimension télétravail. Mais le RSSI n'est pas que manager, il est également un gestionnaire, parce que dans le R de RSSI, c'est responsable, ou directeur, etc. On a quand même quelqu'un avec un poste quand même assez élevé, et donc qui a un budget, meilleur des cas, mais c'est quand même très souvent le cas. Et donc en fait, gérer son budget, ce sont également des ressources financières dans ce cas qui peuvent en fait être associées à des gens, à des externes par exemple, ou à des gens internes. Soit un gestionnaire RSSI fera appel à des externes, des consultants. Souvent, vous en avez qui sont vraiment inclus en fait dans l'équipe. Donc, si on réduit un budget, en fait, on sera obligé de se séparer avec cette personne qui fait partie en fait de la dynamique d'équipe. Soit si on réduit le budget, le RSSI gestionnaire ne pourra pas en fait s'entourer et ne pourra pas non plus acquérir les outils dont il a besoin pour assurer la protection et la défense des actifs. Donc, c'est cette partie-là qu'il est important également de souligner dans ces transformations-là. Et en fait, on arrive à la fin on va dire, de cette multiplicité finalement de profils en une seule personne, qui est, il ne faut pas oublier que malgré sa position, enfin son poste un peu élevé dans l'organisation, le RSSI reste quand même un employé, reste un salarié. Donc en fait, il a en plus de toutes ces choses à penser, en fait, il est en danger de par les mêmes risques psychosociaux que n'importe quel employé de la société ou de l'organisation ou de l'administration, etc. Donc, on a fait un focus justement sur ce triptyque-là pour attirer l'attention des lecteurs vers
justement ces spécificités-là de ce poste, notamment parce que lorsque le document est sorti il y a bien un mois maintenant, en France, la plupart des organisations en fait préparent la stratégie pour 2021, dont le budget, dont les recrutements, etc. Maintenant, donc on s'est dit qu'on ferait en fait ce focus là-dessus. Et je pense que nous avons terminé avec la brève présentation. Et donc, le plus important, c'est bien sûr pour nous, c'est d'échanger avec vous, d'avoir vos retours, vos expériences à vous, vos questionnements, vos doutes, et si nous est possible, de les éclairer à notre tour. Merci. Merci beaucoup, Raina et Pierre, pour votre présentation qui était très intéressante. Moi, je commence volontiers avec une première question. J'aurais aimé savoir si durant l'élaboration de votre document, est-ce que vous avez approché des entreprises, des sociétés pour avoir un peu leur point de vue par rapport à vos constatations et savoir quelles ont été un peu leur ouverture d'esprit par rapport à ce document et qu'est-ce qu'elles sont prêtes à mettre en place ou à ne pas mettre en place, justement par rapport à ce facteur humain. Alors, la première chose qu'on peut répondre, c'est que nous étions 9 dans ce groupe de travail, 9 venant de 9 entreprises ou administrations différentes. Donc, on avait déjà une petite représentativité de ce qui se faisait, ce qui s'était bien fait, ce qui s'était mal fait pendant cette période extraordinaire et comment chacune de ces entreprises ou organisations voyait le télétravail. Voilà. Ensuite, Raina, je pense que toi, tu avais approché de plus près des experts. Hein. Oui, alors on s'est dit parce qu'en fait on voulait absolument sortir quelque chose de concret, de court, mais on voulait pas en fait y passer un an ou plus parce que la pertinence du document ne serait pas la même en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est on a considéré nos retours comme en fait une base intéressante sur laquelle travailler, mais vu qu'on ne fait pas tous les métiers, hein, on a également approché des personnes d'autres métiers, typiquement des métiers de l'humain. Je me suis entretenue avec différentes personnes, typiquement une personne qui est ancienne directrice RH et qui maintenant a son compte, qui fait du coaching, mais aussi beaucoup de recrutement dans le domaine du numérique au sens plus large, pas spécifiquement cyber, pour un peu avoir ses retours à elle quant en fait à ce qu'elle a constaté sur le terrain, donc dans les démarches de recrutement des différentes entreprises avec qui elle travaille. Mais aussi, en fait, justement, si les demandes des personnes qui cherchent à être recrutées ont évolué pour prendre, en fait, en compte cette dimension télétravail. Et donc, vous verrez, il y a des citations, en fait, directement incluses dans le document. Une autre personne à qui j'ai parlé, c'était la responsable des psychologues du travail dans une société qui a été en fait sollicitée pour mettre en place en fait des hotlines, des choses comme ça pendant le confinement en direction des salariés pour que ces personnes-là en fait, si elles se sentent pas bien parce que environnement anxiogène, parce que stress, parce que voilà, en fait, puissent parler à des psychologues en fait, pour pas que la situation empire. Et en fait, ce qu'elle nous disait, c'est que ils n'ont pas eu en fait énormément en fait d'appels parce que c'est pas nécessairement quelque chose de très répandu en France. Mais en fait, ce qu'elle voit aussi une fois que le confinement était terminé, c'est que vous avez des gens qui en fait se sont adaptés différemment et donc qui souhaitent maintenant justement privilégier, choisir un temps plus ou moins important de télétravail.
Mais en fait, vous en avez aussi un certain nombre pour qui ça a été très problématique et qui en fait ne parviennent pas à quitter leur bulle pour en fait rejoindre leurs collègues dans un environnement en fait qui est normal, et donc qu'ils ne le font que lorsqu'ils sont vraiment obligés, parce que aussi énormément d'employeurs sont revenus sur la promesse de faire du télétravail un outil en fait facilement accessible. Et donc en France, en tout cas, il y a eu une demande très forte, une obligation très forte de la part de beaucoup d'employeurs à ce que les salariés, une fois le confinement fini, reviennent à temps plein en fait dans les bureaux. Donc voilà, ça c'était un peu les personnes avec qui on a échangé. On a échangé avec d'autres personnes, mais ça a été plus délicat en fait, notamment de grande administration publique. Ça a été un peu plus délicat de les faire parler sur papier avec une vraie affiliation. Donc on les a laissés de côté et on entretient l'idée folle dans quelques mois, quand la situation sanitaire sera meilleure, éventuellement de faire un événement, quelque chose où justement on pourra se rencontrer pour parler de ça et pour aussi voir justement si notre document a eu l'impact constructif qu'on lui espère. Merci beaucoup. Il y a une question déjà, donc je vais vous la poser. N'hésitez pas, messieurs, dames, à poser toutes vos questions dans le chat. Je les transmettrai à nos deux intervenants. Donc la question est la suivante. Proposez-vous un protocole nouveau lors de l'engagement d'un collaborateur en relation avec le télétravail et la sécurité? Oui, alors le document, enfin non, parce que le document n'est pas en fait un livre ne propose pas en fait de recettes ou de protocoles, puisqu'on sait que ça dépend énormément du type d'activité, ça dépend du type de structure. On n'a pas voulu faire des recommandations très précises, donc le document a un certain nombre de recommandations, mais vous verrez, ce sont des recommandations d'assez haut niveau. Dans ce cas-là, quand même, la seule recommandation qu'on peut faire, c'est posez-vous bien la question de savoir si la mission est compatible avec le télétravail, et notamment en sécurité, on sait qu'il y a des missions qui demandent de la concentration, qui demandent effectivement une activité assez solitaire, comme par exemple des analystes SOC, des gens qui vont faire du reverse de malware, des choses comme ça. Et ça, c'est relativement bien adapté pour le télétravail. Il y en a d'autres où on demande plus de créativité, plus d'interrelationnel, où là, il va falloir retrouver une collaboration face-to-face, donc dans des salles de réunion physiques. Et donc la seule recommandation qu'on peut se faire, c'est vraiment, avant d'embaucher quelqu'un ou avant d'accueillir quelqu'un dans l'équipe, c'est réfléchir à la mission, réfléchir aux interactions et de définir un seuil réaliste de télétravail. Ça va de 0% à 70%. Je crois qu'on s'est fixé un taux max à 70 ou 80%, en disant au-delà, il faut quand même maintenir un lien social, c'est important. Tout à fait. On n'a pas voulu effectivement rentrer dans la recette parce que vous avez en fait des organisations où l'onboarding est très cadré. Vous en avez d'autres où en fait, notamment des plus petites structures, des scale-up ou des gens comme ça, qui en fait sont de base en fait travaillent de façon distribuée. Et donc, ce sont des contextes, des environnements qui sont effectivement très différents. Du coup, c'était vraiment délicat, pour pas dire prétentieux, en fait, de vouloir faire des recettes. Donc, non, vous n'aurez pas ça. Mais vous aurez en revanche des points de vigilance et des propositions qui restent quand même très concrètes, que chacun, en fait, chacune peut adapter au contexte qui vous est propre, en fait. Merci beaucoup. En vous écoutant répondre sur cette question, je m'interrogeais sur le fait, je vous entends analyser le fait que le poste ou la mission est-elle adaptable ou non en télétravail.
Et je m'interrogeais sur le fait, est-ce que vous vous êtes demandé si l'être humain concerné par la mission ou le poste de travail était lui aussi Oui, oui. parce que ce que j'ai pu remarquer ces derniers mois, c'est qu'il y a des gens qui adorent le télétravail et il y en a qui Ouais. détestent ça. Est-ce que vous en avez aussi tenu compte de cet Euh, aspect-là? tout, tout à fait, oui. Il y a un chapitre justement sur le collaborateur et c'est là où on reparle des soft skills, c'est-à-dire il faut effectivement un certain nombre de qualités pour pouvoir télétravailler. Tout le monde n'est pas apte à faire du télétravail, tout le monde n'aime pas le télétravail. Et là, vous avez un peu une petite matrice assez simple, c'est-à-dire est-ce que mon poste est adapté ou pas, est-ce que la personne est adaptée ou pas. Et dans certains cas, on s'aperçoit que si le poste n'est pas adapté et la personne n'est pas adaptée, on va droit à la catastrophe. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important justement de se poser les questions en fait, de l'onboarding, de la définition de la mission, etc. Parce que parfois, même si vous avez effectivement des missions qui, comme le disait Pierre, qui se prêtent bien au télétravail, les personnes elles-mêmes, en fait, ce n'est pas... ça leur est pas adapté en fait. Donc vous allez avoir beaucoup de gens qui passent leur temps finalement en conf call ou en visio parce qu'en fait ils sont même pour des tâches qui peuvent être faites tout seul dans son coin. En fait, ils sont habitués à le faire dans un environnement avec des gens, à échanger, à poser des questions, etc. Et donc en fait, ils essayent de recréer ce truc-là sur du virtuel. Et en fait, ce qui se traduit aussi par d'autres par une gêne en fait vis-à-vis d'autres pour qui le calme est bienvenu et donc qui ne veulent pas non plus passer leur temps en visio toute la journée quoi. Donc effectivement il y a vraiment je veux pas tomber dans le cliché de la personnalité dédiée, enfin à qui ça convient ou pas, mais il faut poser en fait ces questions-là aussi sur la façon de travailler en plus, qui en fait qui fait partie finalement de la mission et de tout l'outillage dont on a besoin pour que ça se passe en fait bien. Et c'est là où on l'a mentionné d'une manière assez détournée. On s'est rendu compte en fait qu'il y a une espèce de propension à faire des pseudo-tests de personnalité en ligne, au niveau du recrutement, par exemple, le plus souvent. Et en fait, je ne sais plus si on l'a vraiment explicité comme ça, mais en fait, on a voulu quand même attirer un peu l'attention des gens là-dessus en disant attention, ce sont des tests qui vont par exemple être faits en anglais, qui vont être lus et interprétés par des personnes qui ne sont pas, les recruteurs ne sont pas des psychologues, donc ce ne sont pas les personnes qui sont bonnes en fait à faire cette interprétation-là. Donc aussi attention à ça. Pour ne pas en fait se méprendre de façon vraiment importante dans la personnalité en fait de quelqu'un et dans sa façon d'être et dans sa façon de travailler. Voilà, bref. Très intéressant, merci beaucoup. Et une seconde question. Concernant le contexte familial, le collaborateur est-il interrogé sur son entourage et son indépendance sécuritaire? Alors, je pense qu'il est délicat. Alors, premièrement, mon avis, c'est que c'est au manager de bien connaître ses collaborateurs et dans le contexte dans lequel ils travaillent. Cela dit, quand le télétravail est massif, on peut avoir des milliers de télétravailleurs chez eux. Ce n'est pas la mission du RSSI de connaître l'état de chacun, donc on part sur la confiance que le manager fait bien son boulot et lève le drapeau rouge si jamais ça ne va pas. Donc la seule solution que l'on propose dans ce cas-là, c'est d'adapter la sensibilisation et les modules de formation. Aujourd'hui, la majorité des entreprises ont des modules de formation qui sensibilisent le salarié dans le cadre du travail dans les locaux. Donc ça peut être de la sensibilisation sur les risques physiques, les accidents du travail, et aussi sur les bonnes pratiques de l'utilisation de l'outil informatique. Rares sont les entreprises qui proposent une sorte de kit de sensibilisation et d'être un peu, entre guillemets, le RSSI de la maison, le RSSI des familles, à savoir donner
des lignes guides, des conseils pour dire bah, attendez, échanger des clés USB à la maison entre les ados et les salariés, c'est pas une bonne pratique. Installer des logiciels à la maison, si vous avez un problème, c'est pas la bonne pratique, il faut téléphoner au support, etc. Donc je pense que le but de la sécurité informatique est bien entendu pas de fliquer les gens justement pour connaître leur contexte. Ça, c'est éventuellement le rôle du manager de connaître les personnes qui ont des problèmes, soit par leur caractère, soit par leur mission, qui ne sont pas adaptées. Par contre, effectivement, de promouvoir une nouvelle façon de faire de la sensibilisation pour ces nouveaux risques, ça oui, c'est indispensable. Et aujourd'hui, alors je parle pour l'expérience que je connais, hein, les modules de formation que l'on voit sont trop généralement centrés sur l'entreprise et pas sur le télétravail. Oui, tout à fait. Et pour compléter les propos de Pierre, encore une fois, c'est à partir du moment où les équipements professionnels sont fournis par l'entreprise, c'est à l'employeur de s'assurer que l'outillage de cybersécurité y est bien présent. Il en est de même avec les smartphones, par exemple. Vous allez avoir beaucoup de gens qui avaient un poste fixe au bureau et qui, en fait, se retrouvent à prendre des appels professionnels toute la journée sur leur téléphone personnel. Ce n'est pas aux salariés de se préoccuper à anticiper en fait les exigences de sécurité de l'employeur. C'est à lui de signaler cet état de fait et c'est à l'employeur en fait de lui fournir l'équipement convenable, adapté avec le bon outillage de sécurité là-dessus. Donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux et adapter justement l'approche de l'entreprise vis-à-vis du salarié, sans pour autant, en fait, encore une fois, transformer le RSSI en police, ce qui d'ailleurs, légalement, en tout cas en France, poserait de véritables problèmes. C'est interdit, en fait, de faire ce genre d'être aussi, en fait, on va dire, intrusif dans tout ce qui est personnel et l'entourage, etc., des collaborateurs. Dans des cas très particuliers, bien sûr, notamment pour des postes spécifiques, on peut faire ce genre de choses, mais en France, en tout cas, ça reste quelque chose qui est très encadré légalement. Et notamment, le salarié doit être au courant que, par exemple, on va contacter ses anciens employeurs pour avoir un avis sur sa façon de travailler, son caractère, etc. Et si le salarié ne donne pas son accord, ou le candidat, ce genre de choses est difficilement mis en œuvre. Donc voilà, il y a vraiment des choses à prendre en compte parce que, encore une fois, les frontières entre pro et perso sont floues. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en fait faire rentrer des exigences côté pro abusives dans la sphère personnelle. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, c'était une question qui était sur le chat, donc peut-être qu'on va avoir la réponse. Merci en tout cas pour tous ces éléments. Dans l'intervalle, il y a une autre question. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui viendrait du monde bancaire suisse et qui pourrait éventuellement commenter les mesures qui ont été mises en place pour le télétravail? Manifestez-vous si c'est le cas, volontiers. Alors moi, je peux amener une petite expérience. J'ai été employée de banque, mais je ne le suis plus depuis quelques années. À l'époque, le télétravail existait déjà. Et dans le milieu bancaire, la sécurité, ça reste quelque chose qui est prioritaire. Et c'est un point qui était déjà très, très, très mis en avant à l'époque. Donc, tout était déjà bien mis en place pour que les du télétravail, ce qu'ils ont pu faire actuellement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est maintenant. Je n'y suis plus. Je
pense qu'il faut effectivement distinguer le télétravail subi tel qu'on l'a vécu pendant le confinement du télétravail organisé où on pourra interdire ou limiter le télétravail pour des gens qui ont des secrets particulièrement importants à protéger. Le risque vraiment qu'il y a eu là, du moins en France, en mars-avril, enfin au printemps, c'était qu'on a envoyé tout le monde à la maison sans vraiment prendre le temps de réfléchir si certaines personnes avaient des activités confidentielles incompatibles avec un environnement non professionnel. Ne serait-ce que parce qu'ils étaient dans un appartement, ils travaillaient sur leur balcon, juste à côté il y avait des gens qui pouvaient entendre, ou parce que leurs locaux n'étaient pas aussi bien sécurisés que les locaux d'une entreprise. Tout à fait. Vous avez eu aussi des cas de chômage partiel, en fait, pendant cette époque-là, justement pour certains salariés, en fait, de secteurs vraiment très particuliers qui ne pouvaient faire leur travail que dans les locaux, en fait, de l'employeur. Je pense notamment à des secteurs d'activités très particuliers, type sécurité nationale, armée, etc., où en fait, les gens n'avaient vraiment pas en fait les outils et l'environnement comparables à celui du bureau. Donc en fait, il y a eu ça aussi. J'ai l'impression que c'est quand même resté assez limité, assez circonscrit. Mais voilà. Après, encore une fois, dans des environnements où, on va dire, il y a des exigences de sécurité assez élevées, en fait, les employeurs se sont quand même débrouillés assez rapidement pour en fait, faire parvenir des ordinateurs dédiés, etc., aux salariés. Et puis, une fois, mais encore, c'est un épisode qui était vraiment particulier. Depuis, en fait, il y a pas mal de choses qui ont été repensées, que ce soit de l'outillage, que ce soit les équipements. Et donc là, vous avez fait des gens qui parviennent à travailler de façon tout à fait comparable à la maison. Bon, on est toujours en confinement, donc c'est pour ça que je dis à la maison, mais de la même en fait, façon que au bureau. Donc voilà. Est-ce que finalement les entreprises pour lesquelles la sécurité est essentielle, est-ce que ce groupe de sociétés n'était peut-être pas déjà plus prête à ce genre d'événements qu'on traverse et justement au télétravail puisque justement c'est une priorité pour elles? Je pense que ça embrasse un panel assez divers de sociétés et je ne peux pas répondre comme ça. Je pense qu'il y a des sociétés qui étaient prêtes et qui avaient déjà dit le télétravail, ce n'est pas possible. Donc, c'est chômage partiel, comme a dit Reina. D'autres qui avaient anticipé en disant oui, c'est possible et ils avaient mis en place les infrastructures techniques. Je pense qu'il y a eu tous les cas de figure, hein. Il est Oui. évident qu'on ne va pas renvoyer des gens, des gens de l'armée ou qui manipulent des informations vraiment très sensibles à la maison. Enfin, c'est pas possible. Il y a quand même une limite, hein, au principe. Ouais, ouais, ouais. Et et en fait après vous avez encore une fois la nature du métier justement là définit pas mal en fait ce qui est possible de faire. Et encore une fois vous avez des petites structures ou des startups ou des choses comme ça qui en fait sont de base déjà assez disséminées, on va dire. Et donc là ça a été relativement facile. Il y a eu des gens, en fait, par exemple, qui nous ont remonté que, par exemple, pour le recrutement chez eux, en fait, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient déjà plus ou moins en full numérique. Donc, pour eux, repasser, ou en tout cas, en grande partie, de façon très, très hybride. Donc, pour eux, en fait, passer complètement en full numérique, c'était, ok, s'il faut, pas de souci, quoi. Voilà. Mais chez d'autres, vous avez eu des cas où, en fait, une fois le confinement levé, en fait, vous descendiez attendre la nouvelle personne de l'équipe à l'accueil et en fait, vous savez pas qui c'est parce que vous avez vu la personne en visio il y
y a 3 mois. Et en fait, maintenant, la personne a un masque et tout. Donc, en fait, vous n'avez aucune idée de qui c'est. Du coup, ça a aussi créé effectivement quelques situations un peu loufoques comme ça. Mais voilà. Et après, bien sûr, il y a eu les gens qui sont allés en télétravail sans se poser des questions de cybersécurité. Et là, ça peut poser problème pour certains niveaux de personnes, notamment Tout à fait. les directeurs de boîtes, tout ce qui est les COMEX, en fait, où ces gens-là, on ne peut pas les mettre en chômage partiel. Ils vont faire des réunions toute la journée qui sont assez confidentielles en général, de chez eux, voire des conseils de surveillance, des conseils d'administration. Avec des outils informatiques sécurisés, potentiellement sécurisés. Par contre, leur environnement physique n'est pas sécurisé. Et quelqu'un qui veut faire de l'intelligence économique, hein, c'est pas du James Bond, il sait très bien qu'un domicile particulier est souvent moins bien protégé que des bureaux professionnels ou que des salons réservés pour ce genre de conseils de surveillance, par exemple. Et donc peuvent être plus facilement piégés que des locaux professionnels. Donc ça, c'est potentiellement aussi un risque auquel on ne pense pas parce que c'est vraiment marginal et ça touche que quelques personnes dans une entreprise. Mais il faut faire vraiment très attention aux VIP dans les conditions dans lesquelles ils télétravaillent toute la journée, notamment les gens qui vont parler de rachat d'entreprise et autres, hein, qui font des... Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez dans ce document, qu'est-ce que vous avez amené de vous, de votre expérience, de comment vous avez peut-être vécu, que ce soit le confinement ou le télétravail, vraiment votre histoire personnelle de ces derniers mois? Vas-y, Pierre. Alors déjà, nous étions 9, donc je pense que c'est plutôt passé au début dans le brainstorm où chacun y est Ouais. allé au début effectivement de son expérience personnelle. Alors personnelle au sens où personnelle en relation avec l'entreprise ou en relation avec le domicile familial, hein. Donc chacun a commencé par déballer ses difficultés, des choses qui sont bien placées, qui s'étaient bien passées ou mal passées. Donc je pense qu'on a donné un peu de nous, mais dans tous les chapitres, c'est-à-dire c'est forcément issu de notre expérience personnelle, hein, tous les points qu'on a remontés, ou du moins les points de vigilance, hein. Donc c'est difficile à dire, mais je pense il y a eu un peu de tout, et on a eu la chance d'avoir un groupe de travail qui était assez bien réparti entre les gens chez qui ils avaient eu des difficultés, d'autres ça s'était bien passé, des gens qui avaient des contextes familiaux plus ou moins compliqués. Donc je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. Oui, après, mon expérience personnelle a été assez positive dans le sens où euh, nous, déjà, on est une société où on est présent un peu partout, on n'est pas très nombreux encore, hein. Je veux dire, on va finir l'année à 42, je pense. Euh, donc voilà. Après, me concernant, ce n'est pas du tout la première fois que je suis en télétravail. Euh, en fait, j'ai déjà une routine, des habitudes, un environnement en fait qui est plutôt adapté, etc. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est comme à la différence en fait d'autres gens, je n'avais pas des enfants en bas âge dont je devais m'occuper toute la journée. Donc ça aussi, ça a beaucoup aidé. Voilà. Euh, mais voilà, nous, on continue, je ne sais pas pour Pierre, mais nous, en fait, on continue surtout pour les professions, en fait, pour qui c'est possible. Pour nous, le confinement ou pas, le télétravail est pour l'instant la norme. Je suis pas Pour sûr tous, je suis pas sûr qu'en tant que personnel IT ou sécurité, on soit hmm, vraiment représentatif de toute façon. non, c'est compliqué, ouais. Mais voilà, pour nous, effectivement, hors confinement, les gens reviennent par roulement. En fait, aussi parce que il faut aussi respecter les distances, la distanciation sociale, etc., les masques et tout ça. Donc, en fait, les gens reviennent par roulement. Mais voilà, après, on a pour l'instant, tant qu'on ne sait pas trop comment ça évolue, on a décidé que dans la mesure du possible, les métiers pour qui ça se prête restent en télétravail. Et les autres reviennent par roulement en fait dans les locaux. Et une fois qu'on aura un vaccin, là, on peut espérer justement en fait reprendre un rythme un peu plus normal.
parce que même si on a fait les apéros réguliers, etc., et qu'on a en fait eu beaucoup de gens recrutés pendant le confinement, et donc on a en fait plus ou moins jamais vu en vrai pour certains. Ça s'est plutôt bien passé aussi un peu pour tout le monde parce que justement on n'est pas très nombreux, donc il y a eu cet accompagnement en fait qui a pu être mis en place. Voilà, là-dedans. Après, je ne suis pas sûre que si on était une très grande boîte, ça aurait été possible, hein, mais voilà, je peux pas trop en parler parce que je suis pas dans ce contexte-là. Mais voilà, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas super représentatif. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez imaginé une suite à ce document? Je crois que Reinhard en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, c'est pas forcément une suite documentaire, mais c'est plutôt une rencontre où on pourrait déjà se rencontrer physiquement, ce qui pour un groupe sur le télétravail, ça serait bienvenu. Et puis avoir une parole un peu plus libérée sur les échanges ou le retour d'expérience de chacun, ça je pense c'est vachement important. Yes. Oui, pardon. Oui, c'est quelque chose qui est intéressant. En fait, plus que de refaire en fait une suite documentaire ou quelque chose comme ça, ce qui nous paraît intéressant, c'est éventuellement de nous rencontrer pour partager justement X mois après des retours, des difficultés, des choses comme ça qu'on a pu rencontrer, et aussi faire rencontrer à des personnes de notre corps de métier, on va dire, en fait, des gens tels que des recruteurs, tels que des médecins du travail ou des psychologues du travail, etc., qui ont justement des métiers différents qui sont pour le coup vraiment centrés sur l'humain et qui peuvent permettre en fait, de dédramatiser certaines situations ou de préciser certaines recommandations ou des choses comme ça, mais dans un moment, en fait, dans un contexte qui est beaucoup plus, beaucoup moins anxiogène en tout cas. J'allais dire beaucoup plus pacifié, mais c'est pas nécessaire en fait que ce soit vraiment le cas. Voilà. Mais on verra parce que pour l'instant, les événements, c'est un peu compliqué. Donc on verra. Mais effectivement, ce serait chouette de nous rencontrer en personne. Le groupe télétravail nous rencontrer en personne, ce serait chouette. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore une question avant que je repasse la main à Madame Perrin-Jacquet pour le mot de la fin? À moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter, Pierre ou Raina? Pas spécialement, non. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout. Madame Perrin-Jacquet, à vous. Merci infiniment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on se réjouit de vous accueillir en Suisse, parce qu'il me semblait qu'il y en avait un sur les deux, voire les gourmands et qui aiment le chocolat. Donc, on se réjouit de pouvoir ou vous revoir du côté de Lausanne, ou en tout cas de vous accueillir en Suisse. Par contre, je pense qu'il sera intéressant de pouvoir imaginer une suite à cette rencontre d'aujourd'hui pour voir d'abord vous, quel bilan vous en tirez quand vous vous verrez en présentiel, et puis nous également pour pouvoir échanger, je dirais, un peu nos analyses et prendre conscience de ce qui a pu peut-être être mis en place dans différentes entreprises. C'est vrai qu'il y a celles qui ont pris l'habitude de faire du télétravail, qui avaient mis en place des process et ils ont pu passer de l'un à l'autre sans problème. Et puis, il y en a d'autres qui y sont allés de manière un peu créative. Et après, c'est intéressant de voir les remédiations qui ont dû être nécessaires. Puis finalement, une fois qu'on reviendra, du moins je nous l'espère, à une vie présentielle et normale, ce sera intéressant de voir combien de sociétés ont maintenu une forme de télétravail et quel pourcentage dans leur entreprise, et quels sont ceux qui ont repris leurs vieilles habitudes, si je peux m'exprimer ainsi, où tout le monde est retourné dans son bureau et dans son immeuble et a pris son café ensemble à la pause de 10 heures. Donc voilà, ça va être intéressant de pouvoir réaliser ce qui se met en place. Et puis, un autre élément qui me laisse interrogative, c'est de voir si à l'avenir,
le RSSI va garder la même fonction qu'il a aujourd'hui, ou si au sortir du Covid, il va lui être demandé d'autres responsabilités. Il y avait le manager, où vous avez parlé du regard managérial du RSSI, et puis l'ARH ou le RH, le rôle qu'il devra peut-être renforcer suite à cette sortie Covid. Je pense que ce sera intéressant de voir ce qui se passe et peut-être de la collaboration qui devrait pouvoir y avoir entre les deux. Mais en tous les cas, moi, je vous remercie encore pour votre présence. Je vous souhaite un agréable mois de décembre. D'après ce que j'ai pu comprendre de la part de votre président, vous n'êtes encore pas sur les terrasses tout de suite. Le petit café, c'est pas pour tout de suite. Nous, il semble que ça vienne début décembre, suivant les cantons. Et on verra si on arrive à se revoir. Mais en tous les cas, je me réjouis de pouvoir reparler avec vous en 2021. Je vous souhaite une très agréable fin de soirée et des fêtes de fin d'année, malgré tout, si elles sont confinées, qu'elles soient quand même agréables et familiales, avec un entourage bienveillant. Merci à toutes et à tous, que ce soit à Clermont-Ferrand, que ce soit à Paris, que ce soit ailleurs en Suisse romande. Merci en tous les cas à tous les trois. À très bientôt. Et puis nous aurons, je crois, encore un événement Campus 3 qui sera début décembre, mais je dirais la publicité arrivera bientôt sur vos boîtes courriel. Alors à très bientôt, très bonne soirée et au plaisir de se revoir. Et merci encore pour votre présence. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.